Je m'appelle Robert, j'ai 32 ans, et ma sœur a tenté de s'approprier mon enfant à naître. Avant que je vous parle des gyrophares de police clignotant devant l'allée de mes parents et des ordonnances de restriction, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. C'était un mardi humide ordinaire de fin juillet. Le genre de journée où l'air semble lourd, collant à la peau dès que l'on met un pied dehors. Je me souviens de la texture spécifique de l'air car ce fut le dernier moment de paix que j'ai eu avant que la tempête n'éclate. J'étais au volant de ma Porsche Panamera. Non, je ne dis pas ça pour me vanter. J'ai grandi dans une maison où les apparences étaient primordiales, mais où le fond manquait. Cette voiture a été la première chose que j'ai achetée avec mon propre argent, provenant de ma propre entreprise d'architecture paysagère, sans un centime d'aide des gens qui m'ont élevé. C'était mon sanctuaire. Les sièges en cuir étaient frais. L'habitacle était silencieux, et assise sur le siège passager se trouvait mon monde entier. Sarah. Sarah était enceinte de 6 mois. Elle avait cet éclat dont les gens parlent toujours, mais elle avait aussi l'épuisement qui accompagne le fait de porter un futur linebacker. Sa main reposait sur son ventre et elle fredonnait en suivant la radio. Nous venions de sortir de chez le gynécologue obstétricien. Les photos de l'échographie étaient rangées dans son sac à main. Une preuve granuleuse en noir et blanc que j'allais être papa. Il a ton nez, Rob, m'avait-elle taquiné dans l'ascenseur. Pauvre gosse. J'ai ri. Et, mon nez me donne du caractère. Nous étions heureux. Nous étions en sécurité. Nous avions coupé les racines toxiques de nos vies il y a 3 ans, et nous nous étions épanouis grâce à cela. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai déposé Sarah devant notre porte d'entrée. Elle m'a embrassé sur la joue. Ne travaille pas trop tard. Ton fils veut de la pizza ce soir. Oui, madame. J'ai salué. Je l'ai regardé entrer, verrouiller la porte et me faire un signe à travers la fenêtre. J'ai attendu que les lumières s'allument dans le salon. C'était une habitude que je n'arrivais pas à perdre. Ce besoin de m'assurer qu'elle était en sécurité. Une fois qu'elle l'était, j'ai mis la voiture en marche arrière pour me rendre à une visite de chantier. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Ce n'était pas un appel, juste un texto. Il s'est connecté au Bluetooth de la voiture, affichant le message sur l'écran du tableau de bord. Le nom qui est apparu m'a noué l'estomac si fort que j'ai eu la nausée. Maman. Je n'avais pas vu ce nom sur mon écran depuis 3 ans. Pas depuis le mariage. Pas depuis le jour où j'ai choisi ma femme plutôt que leur folie. Le message était court. Décroche. C'est une question de vie ou de mort. Brenda est à l'hôpital. Mes mains se sont crispées sur le volant. Mes jointures sont devenues blanches. Mon cœur martelait contre mes côtes. Pas par inquiétude, mais par un réflexe conditionné de panique. Brenda, ma sœur aînée, l'enfant prodige, le centre de leur univers. Si Brenda était à l'hôpital, cela signifiait généralement qu'elle s'était cogné l'orteil et avait besoin d'un public, ou qu'elle avait eu une crise de panique parce que le barista s'était trompé dans sa commande. Mais une question de vie ou de mort? Mes parents étaient dramatiques, mais ils réservaient généralement cette phrase aux véritables urgences. J'ai fixé l'écran. Le moteur tournait au ralenti, un faible ronronnement qui d'habitude me calmait, mais qui maintenant sonnait comme un compte à rebours. Est-ce que j'ignore? Je devrais ignorer. J'ai une femme. J'ai un bébé en route. J'ai une vie qui n'implique pas leur chaos. Mais la culpabilité, mon Dieu, la culpabilité est un hameçon qui ne se retire jamais vraiment, n'est-ce pas? Il est profondément ancré dans le muscle. Si elle était vraiment en train de mourir et que je partais, pourrais-je vivre avec ça? J'ai garé la voiture sur le bas-côté, à 2 rues de ma maison pour que Sarah ne me voie pas. J'ai pris une profonde inspiration, humant l'odeur du cuir neuf, essayant de m'ancrer dans ma réalité, pas la leur. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Ça a sonné une fois. Robert, la voix de ma mère. Elle ne semblait pas affolée. Elle semblait calculatrice, froide. Tu as enfin répondu. Tu as dit question de vie ou de mort, maman. Est-ce que Brenda est en train de mourir? Je n'ai pas pris la peine de faire des politesses. Elle est à l'unité psychiatrique, Robert, a dit ma mère, sa voix baissant jusqu'à un murmure, impliquant que c'était en quelque sorte de ma faute. Elle a de nouveau essayé de se faire du mal. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Je suis désolé d'entendre ça. Est-ce qu'elle est stable?
stable, a ricané ma mère. Elle est dévastée. Elle est brisée. Et sais-tu pourquoi? Je ne lui ai pas parlé depuis 3 ans, maman. Donc non, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle veut un bébé, a dit ma mère, comme si cela expliquait tout. Elle essaie depuis 3 ans. FIV, spécialiste, guérisseur. Elle a dépensé chaque centime de son héritage. Son utérus est cicatrisé. Robert, elle ne peut pas porter d'enfant. Le médecin lui a dit hier que c'était fini. Elle ne sera jamais une mère biologique. J'ai ressenti une pointe de sympathie. Vraiment. L'infertilité est une tragédie. Je ne souhaiterais cette douleur à personne, même pas à Brenda. C'est terrible, ai-je dit, gardant ma voix neutre. J'espère qu'elle recevra l'aide dont elle a besoin. Elle n'a pas besoin de thérapie, Robert. La voix de mon père a retenti en arrière-plan. Il devait écouter sur haut-parleur. Elle a besoin de sa famille. Elle a besoin d'espoir. Nous avons vu la publication, a coupé ma mère. Mon sang se glaça. Quelle publication? Celle que ton cousin Tom a partagée. La révélation du sexe. Vous allez avoir un garçon. J'ai juré à voix basse. Je savais que je n'aurais pas dû laisser l'excitation de Sarah l'emporter sur ma prudence. Nous avions gardé la grossesse hors des réseaux sociaux, mais nous avions eu une petite réunion pour les amis et Tom, mon cousin neutre, était là. Il a dû poster une photo. D'accord, ai-je dit lentement. Oui, c'est le cas. Brenda l'a vu, a dit maman. C'est pour ça qu'elle est à l'hôpital. Elle t'a vu heureux avec un bébé alors qu'elle n'a rien. Tu l'as brisé, Robert. Tu l'as brisé. Je ne lui ai rien fait, ai-je répliqué, ma patience s'effritant. Je vis ma vie. Son incapacité à concevoir est tragique. Mais ce n'est pas de ma faute. Nous devons nous voir, a dit mon père. Ce soir, viens à la maison. Non, ai-je dit instantanément. Je ne viens pas là-bas. Robert, s'il te plaît. La voix de ma mère s'est brisée. C'était une performance que j'avais entendue 1000 fois, mais elle était efficace. Écoute-nous simplement. Nous avons une solution. Une façon de réparer cette famille. Une façon de sauver ta sœur. Ne veux-tu pas que ton fils connaisse ses grands-parents? Ne veux-tu pas guérir ça? J'ai regardé par la fenêtre. Un enfant faisait du vélo sur le trottoir, insouciant. C'est ce que je voulais pour mon fils. Une vie sans attache. Quelle solution, ai-je demandé, le soupçon plissant mes yeux. Pas au téléphone, a dit papa. Viens dîner. Écoute simplement. Si tu n'aimes pas ce que nous avons à dire, tu pourras partir et nous ne te dérangerons plus jamais. Nous le promettons. Mais Brenda, elle a besoin de ça. Elle a besoin du bébé. Elle a besoin du bébé. La formulation était étrange. Pas, elle a besoin de voir le bébé, ou, elle a besoin de soutien. Elle a besoin du bébé. Je n'amène pas Sarah, ai-je dit fermement. D'accord, juste toi. 19h, ne sois pas en retard. Clic, je suis resté assis là, dans le silence de ma voiture, pendant un long moment. Le soleil commençait à descendre, projetant de longues ombres sur le tableau de bord. Mon instinct me hurlait de faire demi-tour, de rentrer à la maison, de verrouiller les portes et de bloquer le numéro. Mais l'expression « héritage » me trottait dans la tête. Mes parents étaient riches, mais ils étaient endettés. Si Brenda avait dilapidé son argent, et qu'ils étaient maintenant désespérés. Le désespoir rend les gens dangereux. Je devais savoir ce qu'ils prévoyaient. Je devais connaître le niveau de menace pour pouvoir construire le bon mur pour les tenir à l'écart. J'ai envoyé un texto à Sarah. Le projet s'est prolongé. Je vais dîner tard avec un client. Je t'aime. C'était le premier mensonge que je lui disais depuis des années. Je me détestais pour ça, mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas encore. Le stress était mauvais pour le bébé. Je devais gérer ça seul. J'ai démarré le moteur. La Porsche a rugi, un grognement profond et agressif. J'ai tourné la voiture vers la banlieue riche et bien entretenue où j'ai grandi, dans l'antre de la Bête. En conduisant, mon esprit a dérivé. Je devais me souvenir exactement qui étaient ces gens. Je devais me rappeler pourquoi j'étais parti. Je devais me souvenir du mariage.
Pour comprendre pourquoi mon estomac se nouait alors que je conduisais vers la propriété de mes parents, vous devez comprendre le jour de mon mariage, ou plutôt le jour où Brenda a tout fait pour qu'il n'ait pas lieu. Il y a 3 ans, Sarah et moi avions prévu une belle cérémonie intime dans un vignoble. Il ne s'agissait pas de se montrer. Il s'agissait de nous célébrer. Mais dès l'annonce des fiançailles, Brenda a été un cauchemar. À l'époque, Brenda était mariée à Greg. Pauvre Greg. C'était un type bien, un mécanicien qui travaillait dur et l'aimait, même si je n'ai jamais compris pourquoi. Ils essayaient d'avoir un bébé depuis 1 an, sans succès. Quand j'ai annoncé que je me mariais, Brenda l'a pris comme une attaque personnelle. Comment peux-tu célébrer alors que je souffre, avait-elle hurlé au dîner de fiançailles. Mais le jour du mariage, ce fut un chef-d'œuvre de narcissisme. J'étais debout à l'autel, transpirant dans mon smoking. Les invités étaient assis. La musique a commencé. J'ai regardé le long de l'allée, m'attendant à voir Sarah. Au lieu de cela, j'ai entendu une agitation à l'arrière. Brenda était arrivée. Elle n'était pas demoiselle d'honneur. Elle ne faisait pas partie du cortège, mais elle a descendu l'allée centrale en pleurant hystériquement. Et elle portait du blanc. Pas une robe de cocktail crème, pas un tailleur jaune pâle, mais une véritable robe de mariée blanche en dentelle, longue jusqu'au sol, qu'elle avait peut-être réutilisée. Toute l'assemblée a suffoqué. J'ai vu la mère de Sarah, Hélène, se lever au premier rang, son visage prenant une teinte de violet que je ne connaissais pas. Brenda a trébuché jusqu'à l'avant, juste devant l'autel, et s'est effondrée dans les bras de mes parents. Je n'en peux plus, a-t-elle gémi assez fort pour que les gens du dernier rang entendent. Il me quitte. Mon petit frère me laisse seul dans ce monde. Mon père, au lieu de la traîner dehors, lui a tapoté le dos d'un air apaisant. Ma mère m'a regardé avec des yeux qui disaient « Fais quelque chose, monstre ». Brenda, lève-toi, ai-je sifflé en descendant de l'autel. C'est le moment de Sarah. Sors. Tu es si égoïste, a hurlé Brenda, son mascara coulant sur son visage. Je t'ai dit que j'avais des idées suicidaires ce matin. Je l'ai dit à maman et tu as quand même continué avec ça. Tu te fiches que je vive ou que je meure. La musique s'est arrêtée. Les invités murmuraient. C'était un désastre. Puis Sarah est apparue en haut de l'allée. Elle s'est arrêtée. Elle a vu Brenda en robe blanche, hurlant par terre. Elle a vu mes parents la dorloter. J'ai vu les épaules de Sarah s'affaisser. La lumière s'est éteinte dans ses yeux. Je me suis tourné vers mon père. Papa, sors-la d'ici maintenant. Mon père m'a regardé, la mâchoire serrée. Robert, regarde ta sœur. Elle est en crise. Nous devons partir. Nous devons l'emmener à l'hôpital. Alors allez-y, ai-je dit. Emmenez-la. Je reste ici pour épouser ma femme. Nous avons pris la limousine, a dit ma mère, affolée. Le chauffeur est parti. Nous avons besoin d'une voiture. Robert, donne-nous les clés de la voiture des mariés. J'avais loué une Lamborghini Huracan pour le week-end. C'était une surprise pour Sarah. Nous étions censés partir avec après la réception. Elle était garée juste devant, étincelante au soleil. Tu plaisantes, ai-je demandé, ma voix tremblant de rage. Tu veux que je te donne la voiture du mariage pour que tu puisses emmener Brenda? Appelle un Uber. Elle ne peut pas attendre un Uber, a crié Brenda. Je dois y aller maintenant. J'ai l'impression que je vais me faire du mal. Donne-lui les clés, Robert, a ordonné mon père. C'était la voix qu'il utilisait quand j'avais 10 ans et que j'avais cassé une fenêtre. La voix de l'autorité absolue. Je les ai regardés. J'ai regardé Brenda, qui me regardait à travers ses doigts, vérifiant si sa performance fonctionnait. Puis j'ai levé les yeux vers l'allée, vers Sarah. Elle se tenait là, seule, tenant son bouquet si fort que ses jointures étaient blanches. Ce fut le moment, la fracture dans la chronologie. Non, ai-je dit. Mon père a cligné des yeux. Pardon? Non, ai-je répété plus fort. Vous ne prendrez pas ma voiture. Vous n'allez pas gâcher ce moment plus que vous ne l'avez déjà fait. Si vous voulez partir, marchez. Si tu ne nous aides pas, a sifflé ma mère, c'est fini entre nous. Tu comprends? Tu choisis une étrangère au détriment de ton propre sang. Sarah est ma famille, ai-je dit, ma voix stable pour la première fois de la journée. Vous, je ne sais plus ce que vous êtes. Mais vous n'êtes pas ma famille.
Je leur ai tourné le dos. J'ai remonté l'allée jusqu'à Sarah. J'ai pris sa main. Je suis désolé, lui ai-je murmuré. Veux-tu toujours le faire? Elle a regardé par-dessus mon épaule mes parents et ma sœur qui sortaient en trombe, faisant une scène, renversant volontairement un arrangement floral en partant. Oui, a dit Sarah, les larmes aux yeux, mais seulement s'ils ne reviennent jamais. Je te le promets, ai-je dit. Nous nous sommes mariés. La réception a été maladroite au début, mais une fois le nuage toxique dissipé, c'était en fait une explosion. Nous avons dansé, nous avons bu, nous sommes partis dans cette Lamborghini. Et pendant 3 ans, nous n'avons pas regardé en arrière. Mais maintenant, alors que je m'arrêtais devant les grilles en fer forgé de la maison de mes parents, le souvenir de cette robe blanche et de ce chantage affectif me donnait la chair de poule. La maison avait la même apparence, grande, imposante, froide, un monument à leur ego. La voiture de mon père était dans l'allée, une Mercedes classe S, vieille de 5 ans maintenant. À côté se trouvait la Lexus de ma mère. Et là, garée de travers sur la pelouse, se trouvait la voiture de Brenda, un cabriolet rouge vif que mes parents lui avaient acheté pour son 30e anniversaire pour lui remonter le moral après son divorce. Attendez, si Brenda était à l'unité psychiatrique. Pourquoi sa voiture était-elle ici? Le mensonge. Le premier mensonge de la soirée. J'ai garé ma Porsche dans la rue. Je n'allais pas me laisser coincer. Je voulais une voie de sortie dégagée. J'ai remonté la longue allée. L'aménagement paysager était impeccable. Mon père payait une fortune pour ça, probablement plus qu'il ne payait ses employés. J'ai sonné. La porte s'est ouverte immédiatement. Ma mère se tenait là. Elle avait l'air plus vieille, plus fatiguée. Son maquillage était épais, essayant de cacher les rides de stress. « Robert » a-t-elle dit, tendant les bras pour me serrer dans les siens. J'ai reculé. « Où est Brenda ? Tu as dit qu'elle était à l'hôpital. » Ma mère n'a même pas sourcillé face au rejet de l'étreinte. Elle a juste souri, un sourire crispé et étudié. Elle est sortie. Nous l'avons ramenée à la maison pour qu'elle se rétablisse. Elle est dans le salon. Entre. Je suis entré dans le hall. Ça sentait le pot pourri cher et le jugement. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Robert, mon père, est apparu du couloir. Il tenait un verre de scotch. Content que tu sois revenu à la raison. Je suis ici pour écouter, ai-je dit, gardant les mains dans les poches. Vous avez 30 minutes. Ensuite, je rentre chez moi, auprès de ma femme enceinte. L'œil de mon père a tressailli à la mention de Sarah. C'est ça, la femme. Viens t'asseoir. Nous sommes entrés dans le salon de réception et elle était là, Brenda. Elle était assise sur le canapé en velours, enveloppée dans une couverture en cachemire. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui venait de tenter de mettre fin à ses jours. Elle avait l'air expectante. Elle faisait défiler son téléphone en sirotant du thé. Quand elle m'a vu, elle a lâché le téléphone et a pris un air triste si rapidement que c'en était presque impressionnant. « Robbie » a-t-elle murmuré. « C'est Robert » ai-je corrigé. Je ne suis plus Robbie depuis que j'ai 12 ans. Je ne me suis pas assis. Je suis resté debout près de la cheminée, gardant l'avantage. Bon, je suis là. Quelle est cette solution dont vous parliez? Et pourquoi implique-t-elle mon fils? Mon père a pris une gorgée de scotch. Il a regardé ma mère, puis Brenda. Ils ont échangé un regard de conspirateur. Fils, a commencé mon père, utilisant ce ton raisonnable et professionnel qu'il employait quand il essayait d'arnaquer quelqu'un dans une affaire. Nous savons que les choses ont été tendues, et nous savons que tu penses que nous favorisons Brenda. Vous favorisez Brenda, ai-je dit. C'est un fait, pas une pensée. Brenda a eu une vie difficile, a interjeté ma mère. Et maintenant avec ce diagnostic d'infertilité. Elle n'a rien, Robert. Pas de mari, pas de carrière, pas d'enfant. Elle est vide. Je suis désolé pour ça, ai-je répété. Mais je ne peux pas réparer sa biologie. Non, a dit Brenda, sa voix gagnant en force. Elle s'est redressée, la couverture glissant. Mais tu peux réparer mon cœur. Elle s'est levée et s'est dirigée vers moi. Je me suis tendu. Robert, a-t-elle dit, ses yeux brillant d'une lueur qui ressemblait à de la folie. Maman et papa m'ont parlé du bébé. Un garçon sterling.
Mon nom de famille est Sterling. Oui, mais c'est mon fils. Nous avons discuté, a dit mon père en s'avançant. D'héritage, d'équité. Tu as tout, Robert. Tu as l'entreprise qui réussit, la femme, l'argent, et maintenant l'héritier. Et Brenda, a poursuivi papa, elle n'a rien. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Dans une famille, on partage les fardeaux et les bénédictions. J'ai froncé les sourcils. Où voulez-vous en venir? Ma mère a pris une profonde inspiration. Nous voulons que tu envisages un accord de coparentalité. J'ai ri, un rire bref et sec. Coparentalité? Sarah et moi sommes les parents. Il n'y a pas de écoute, a dit Brenda en se rapprochant. Sarah est occupée, n'est-ce pas? Elle voudra retourner au travail à un moment donné. Et toi? Tu travailles de longues heures. Vous avez besoin d'aide. Nous sommes prêts à offrir un soutien financier, a dit mon père. Un soutien substantiel. Nous créerons un fonds en fiducie pour le garçon. Frais de scolarité complet, Ivy League, un acompte pour une maison, tout. 1 million de dollars. Robert, placé en fiducie le jour de sa naissance. Mes yeux se sont plissés. 1 million de dollars. Mon père avait des liquidités, mais pas à ce point. Il mettait quelque chose en gage. Et en échange, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. En échange, a dit ma mère, Brenda est nommée tutrice légale, une seconde mère. Elle aide à l'élever. Elle l'a 3 jours par semaine ici, dans la grande maison. Elle fait partie de sa vie, intimement. Elle devient une mère. J'ai déjà choisi un nom, a dit Brenda doucement, en me souriant. Je veux l'appeler William, comme grand-père. Je les ai dévisagés. J'ai regardé le visage arrogant de mon père, les yeux suppliants de ma mère. Le sourire délirant de Brenda. Il ne demandait pas à faire du babysitting. Il demandait à acheter des parts dans mon enfant. Il voulait se partager mon fils comme un bien immobilier. Vous voulez que moi, dis-je lentement, je donne à ma sœur, qui a gâché mon mariage et qui a des antécédents d'instabilité mentale, la garde légale de mon enfant pour de l'argent? Ce n'est pas pour de l'argent, a répliqué Brenda. C'est pour la famille. Sarah peut avoir d'autres enfants. Elle est fertile. Moi, je ne peux pas. C'est ma seule chance, Robert. Pourquoi es-tu si cupide? Cupide? J'ai senti la colère monter, chaude et rapide. Vous voulez voler mon fils? Parce que vous vous ennuyez et que vous êtes seul. Pas voler, a dit mon père sévèrement. Partager. C'est la chose chrétienne à faire. Robert, aider les moins fortunés. Sarah n'acceptera jamais ça, ai-je dit. Elle n'a pas besoin de connaître les détails juridiques, a dit ma mère rapidement. On peut juste dire que Brenda aide comme une nounou de luxe. Mais sur le papier, nous avons besoin de la sécurité. Nous devons savoir que tu ne nous l'enlèveras pas, alors, vous voulez que je mente à ma femme, que j'accepte votre pot de vin, et que je livre mon fils à une femme qui a porté une robe de mariée à mon mariage. J'ai regardé Brenda. Et tu as choisi un nom? William. C'est un nom fort, a-t-elle dit sur la défensive. Son nom sera Léo, ai-je dit. Et il ne mettra jamais, jamais les pieds dans cette maison. Je me suis tourné pour partir. Si tu franchis cette porte, a rugi mon père, son masque tombant, tu es complètement déshérité. Pas d'héritage, rien. Je me suis arrêté à la porte. Je me suis retourné et j'ai souri. C'était un sourire froid. Papa, ai-je dit, je conduis une Porsche que j'ai achetée cash. J'ai une entreprise qui a fait plus de bénéfices l'année dernière que la tienne en 5. Je n'ai pas besoin de ton argent. Garde ton héritage. Vous en aurez besoin pour payer la maison de retraite, car ce n'est certainement pas Brenda qui s'occupera de vous. Je suis sorti. J'ai entendu Brenda crier derrière moi. Un verre s'est brisé contre le mur. J'ai descendu l'allée, mon cœur battant. Je suis monté dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes. Mes mains tremblaient. Je pensais que c'était fini. Je pensais avoir gagné. Mais alors que je m'éloignais, mon téléphone a sonné. C'était mon cousin Tom, le neutre. Robert, a chuchoté Tom. Ça va? Je t'ai vu partir. Ça va, Tom. Ils sont fous. Écoute, a dit Tom, sa voix tremblante.
Je ne devrais pas te dire ça. Tante Linda me tuerait, mais j'étais à la maison plus tôt aujourd'hui pour aider à déplacer des meubles. Alors, Robert, ils n'ont pas décidé ça aujourd'hui. J'ai monté un berceau à l'étage, dans la chambre d'amis à côté de celle de Brenda. Je me suis figé. Quoi? C'est une chambre d'enfant, Rob. Peinte en bleu. Ils ont des vêtements, des couches, la poussette, et le mur. Qu'est-ce qu'il y a sur le mur, Tom? Brenda a peint une fresque dessus. Il y a écrit « Chambre de William ». J'ai freiné brusquement. La voiture a légèrement dérapé. Ils n'avaient pas seulement proposé une idée. Ils s'y étaient préparés. Ils étaient si sûrs que je céderais, ou ils prévoyaient de le prendre de toute façon. Merci, Tom, ai-je dit et j'ai raccroché. J'ai composé le numéro de Marc, mon colocataire de fac, mon meilleur ami, mon avocat. Marc, ai-je dit quand il a décroché, j'ai besoin d'une ordonnance de restriction, et j'en ai besoin ce soir. Le trajet de retour de la maison de mes parents ressemblait à une fuite d'une scène de crime. Savoir qu'une chambre d'enfant, la chambre de William, se trouvait dans cette maison, attendant mon fils à naître, me rendait physiquement malade. Ce n'était pas seulement du délire. C'était de la préméditation. Quand je suis rentré, Sarah dormait sur le canapé, un livre posé sur son ventre. Je suis resté là à la regarder un instant. L'instinct de protection féroce m'envahissait. Je ne pouvais pas lui parler de la chambre d'enfant. Pas encore. Sa tension artérielle était déjà une préoccupation. Je suis allé dans mon bureau et je me suis versé un verre. Je ne l'ai pas bu. J'ai juste tenu le verre froid, fixant le mur, rejouant la conversation. Sarah peut avoir d'autres enfants. L'arrogance était stupéfiante. Le lendemain matin, la guerre a commencé. Elle n'a pas commencé par une explosion, mais par une notification. Je me suis réveillé en trouvant Sarah en larmes dans la cuisine. Sarah. J'ai accouru. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le bébé? Elle a levé son téléphone, sa main tremblante. Pourquoi dirait-il ça? Pourquoi quelqu'un dirait ça? J'ai pris le téléphone. C'était Facebook. Une longue publication décousue de ma mère, taguée avec 50 membres de la famille et amis différents. Le cœur d'une grand-mère se brise lorsque son propre fils utilise un enfant innocent comme une arme. Nous avons essayé si fort d'être un soutien pour Robert et sa femme malgré leur cruauté envers notre fragile fille Brenda. Nous avons offert d'aider, d'être impliqués, de créer un fonds pour ses études, mais Robert nous a craché au visage. Il a dit que nous n'étions pas assez bien pour voir son enfant. Il nous prive de notre petit-fils par dépit. S'il vous plaît, priez pour notre famille et priez pour que Robert trouve Jésus et ouvre son cœur. En dessous, des centaines de commentaires, OMG, si triste. Comment un fils peut-il être si cruel? Les droits des grands-parents existent. Vous devriez les poursuivre en justice. Et puis un commentaire de Brenda. Je veux juste aimer mon neveu. Je lui ai acheté tellement de cadeaux. Je veux juste être une tata. Pourquoi elle me déteste-t-elle autant? Elle n'a pas dit « il ». Elle a dit « elle », impliquant que Sarah était le problème. Ils nous font passer pour des monstres, a sangloté Sarah. Des gens m'envoient des messages, Robert. Des gens avec qui j'étais au lycée. Ils me demandent pourquoi j'empêche ta sœur malade de voir le bébé. Ne lis pas ça, ai-je dit en lui prenant le téléphone. Sarah, regarde-moi. C'est ce qu'ils font. Ils manipulent le récit. Mais ma mère l'a vu, a dit Sarah. Ma mère est furieuse. Bien, ai-je dit. Nous avons besoin qu'Hélène soit furieuse. J'ai appelé Marc, mon avocat. Tu l'as vu, ai-je demandé. Je l'ai vu, a dit Marc. Sa voix était nette, professionnelle. C'est de la diffamation, à la limite du harcèlement. Mais Robert, l'angle des droits des grands-parents. Dans notre État, c'est délicat. S'ils peuvent prouver une relation préexistante avec l'enfant, ils pourraient avoir un dossier pour un droit de visite. Mais comme l'enfant n'est pas encore né, ils n'ont rien. Ils ont aménagé une chambre d'enfant, Marc. Une chambre complète. Ils l'appellent William. Marc est resté silencieux un moment. C'est une preuve d'obsession. Nous pouvons l'utiliser. Je rédige une mise en demeure. Mais Robert, tu dois sécuriser ta vie. Caméra, alarme, tout.
Si Brenda est instable et désespérée, elle pourrait ne pas attendre les tribunaux. J'ai passé les 2 jours suivants à transformer ma maison en forteresse. J'ai installé des caméras Ring sous tous les angles. J'ai alerté le gardien de sécurité de notre communauté fermée, lui donnant des photos de mes parents et de Brenda et les plaques d'immatriculation de leur voiture. Si ces gens se présentent, ai-je dit au gardien, un type costaud nommé Mike, vous appelez la police d'abord, puis moi. Compris, monsieur Sterling, a dit Mike. Puis les colis ont commencé à arriver. Des boîtes Amazon, des vêtements de bébé, des jouets, une poussette haut de gamme. Tous adressés à bébé William Sterling. Sarah a ouvert le premier et a éclaté en sanglots. Qui est William? Pourquoi l'appelle-il sans cesse William? C'est un jeu de pouvoir, ai-je dit en remettant les vêtements dans la boîte. Ils essaient de se l'approprier. Je scellai la boîte pour la renvoyer quand mon téléphone a sonné. Un numéro connu. Allô, est-ce bien Robert? Une voix rauque, fatiguée. Qui est-ce? C'est Greg. Je me suis figé. Greg, l'ex-mari de Brenda. Je ne lui avais pas parlé depuis le divorce il y a 3 ans. Il avait disparu, déménagé à 2 villes de là, et était sorti des radars. Greg, ai-je dit, waouh, ça fait un bail. J'ai entendu, a dit Greg. Les nouvelles vont vite. Les gens parlent de la publication de ta mère. Ce ne sont que des mensonges, Greg. Tu les connais. Je sais, a dit Greg. Il avait l'air lourd, brisé. Robert, je dois te dire quelque chose. Je ne devrais pas. J'ai signé un accord de non-divulgation lors du règlement du divorce. Ton père s'en est assuré. Un accord de non-divulgation? Mon père était minutieux. Greg, s'il s'agit de sécurité, les accords de non-divulgation sont nuls s'ils couvrent un crime ou un danger pour autrui. Je ne connais pas la loi, a dit Greg. Je sais juste. Écoute, Brenda n'a pas seulement eu du mal à concevoir avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut se voir? A demandé Greg. Pas au téléphone. Dans un lieu public. Le dîner sur la 4e. Dans 1 heure. À tout à l'heure. J'ai attrapé mes clés. Sarah, je vais retrouver Marc. J'ai encore menti. Je suis de retour dans 1 heure. J'ai conduit la Porsche jusqu'au dîner. Elle contrastait vivement avec le Ford F-150 rouillé dans lequel Greg est arrivé. Il avait l'air terrible. Il avait vieilli de 10 ans en 3 ans. Ses mains étaient tachées de graisse et ses yeux étaient creux. Nous nous sommes assis dans une banquette. J'ai commandé un café. Il a commandé de l'eau. Tu as l'air en forme, Rob, a dit Greg en regardant mon costume. Tu as bien réussi. Je me suis échappé, ai-je dit. Toi aussi. De justesse, a marmonné Greg. Il s'est penché. Écoute, la raison pour laquelle nous avons divorcé. Ce n'était pas seulement les disputes. Ce n'était pas seulement le stress de la FIV. Ma mère a dit que c'était parce que tu ne soutenais pas son rêve. Greg a ricané. Un son sec et amer. Soutenir son rêve? Robert, elle a arrêté de prendre sa pilule 3 mois après le début de notre relation. Elle m'a piégé, mais ça, je pouvais le pardonner. Je voulais des enfants aussi. Il a regardé autour de lui dans le dîner pour s'assurer que personne n'écoutait. La vraie raison de notre séparation, a chuchoté Greg, c'est ce qui s'est passé chez ma sœur. Ta sœur? Jenny? Ouais. Jenny était enceinte à l'époque, de 8 mois. Brenda, elle était jalouse. Nous sommes allés à un barbecue. Brenda était ivre. Elle a commencé à faire des commentaires sur le fait que Jenny ne méritait pas le bébé. Que Jenny était trop grosse, trop stupide. Un frisson m'a parcouru l'échine. Classique Brenda. Ça a empiré, a dit Greg, sa voix tremblante. Jenny descendait les escaliers de la terrasse vers le jardin. Brenda était derrière elle. J'étais en bas, près du barbecue. J'ai levé les yeux et j'ai vu la main de Brenda. J'ai arrêté de respirer. Quoi? Elle l'a poussé. Robert. Le bruit du dîner s'est estompé. Tout ce que j'entendais, c'était le sang qui battait dans mes oreilles. Elle l'a poussé, ai-je répété. Ce n'était pas une grosse poussée, a dit Greg, les larmes aux yeux. Mais c'était suffisant.
Jenny a trébuché. Elle a attrapé la rampe. Dieu merci. Elle n'est pas tombée, mais elle s'est gravement tordu la cheville. Le choc a déclenché un travail prématuré. Le bébé allait bien finalement, mais à ce moment-là, j'ai vu le visage de Brenda. À quoi ressemblait-elle? Elle souriait, a chuchoté Greg, juste une seconde avant de se mettre à crier. Oh mon Dieu, ça va? Elle a souri. J'ai eu la nausée, physiquement malade. Ma sœur n'était pas seulement une narcissique. Elle était une psychopathe. Est-ce que ma famille le sait? Ai-je demandé. Ton père a payé les factures d'hôpital de Jenny. Il a remboursé mon hypothèque. Il m'a fait signer l'accord de non-divulgation disant que je ne parlerai jamais de l'incident, sinon il me poursuivrait en justice pour diffamation jusqu'à la ruine. Il a dit que c'était un accident. Il a dit que je voyais des choses. Mais ce n'était pas le cas. Non, a dit Greg. Je sais ce que j'ai vu. Et Robert, si elle veut ton bébé, elle ne veut pas l'élever. Elle veut le posséder. Et si elle ne peut pas l'avoir, elle ne laissera personne d'autre l'avoir non plus. Il a fouillé dans sa poche et a sorti une clé USB. Qu'est-ce que c'est? J'avais des caméras de sécurité sur ma terrasse, a dit Greg. Ton père m'a fait effacer les images, mais j'ai gardé une copie, au cas où. J'ai fixé la petite clé argentée. C'était la preuve irréfutable. C'était l'arme dont j'avais besoin. Greg, ai-je dit, tu viens de sauver ma famille. Tiens-la juste loin de cet enfant, a dit Greg en se levant. C'est un monstre. Je l'ai regardé partir. J'ai serré la clé USB dans ma main. J'avais les munitions. Maintenant, il me fallait juste le champ de bataille. Et mes parents, dans leur arrogance, étaient sur le point de me le fournir. En rentrant du dîner, la clé USB me brûlait la poche. Je ressentais un mélange d'horreur et de détermination froide et dure. Je n'avais plus affaire à une enfant gâtée. J'avais affaire à un prédateur. Quand je suis rentré à la maison, l'atmosphère avait changé. Sarah n'était plus sur le canapé, elle faisait les 100 pas dans la cuisine. Ma belle-mère, Hélène, était là. Hélène est une force de la nature. C'est une avocate à la retraite spécialisée en contentieux des affaires qui conduit une Rolls-Royce Ghost et porte des tailleurs Chanel pour aller à l'épicerie. Contrairement à mes parents qui utilisent l'argent pour contrôler, Hélène utilise l'argent pour protéger. Robert, a dit Hélène quand je suis entré. Elle n'a pas souri. Nous devons parler. Je sais, ai-je dit. La publication Facebook. C'est pire, a dit Sarah, les yeux rouges. Ils ont appelé mon patron. Je me suis arrêté. Quoi? Ta mère, a dit Sarah, la voix tremblante. Elle a appelé le service des ressources humaines de mon cabinet. Elle leur a dit que j'étais émotionnellement instable et qu'elle s'inquiétait pour la sécurité de l'enfant à naître si je retournais au travail. Elle a essayé de saboter mon congé de maternité. J'ai regardé Hélène. Son visage était de pierre. J'ai déjà demandé à mon équipe juridique d'envoyer un avertissement à tes parents, a dit Hélène. Mais Robert, l'escalade continue. Ils essaient de monter un dossier pour prouver que vous êtes des parents inaptes afin de pouvoir demander la garde d'urgence dès la naissance du bébé. Ils ne l'obtiendront pas, ai-je dit. Ils ont de l'argent, a dit Hélène. Et ils jouent salement. Ils placeront de la drogue. Ils fabriqueront de faux témoignages. Je connais leur genre. J'avais l'habitude de les manger au petit déjeuner, mais ils peuvent causer beaucoup de dégâts avant de perdre. J'ai sorti la clé USB de ma poche. Ils ne gagneront pas, ai-je dit. J'ai l'arme nucléaire. Je leur ai parlé de Greg, des escaliers, du sourire. Sarah a couvert sa bouche, des larmes d'horreur montant à ses yeux. Elle a essayé de tuer un bébé. Elle a essayé d'éliminer la concurrence, ai-je dit. Et maintenant, elle voit Léo comme sa propriété. Nous devons aller à la police, a dit Hélène. Pas encore, ai-je dit. Le délai de prescription pour une simple chute pourrait être délicat et les avocats de papa enterreront l'affaire en qualifiant la vidéo de non concluante. Nous devons détruire leur crédibilité publiquement. Nous devons nous assurer qu'aucun juge dans cet état ne signerait jamais une ordonnance de garde pour eux. Comment, a demandé Sarah. Mon père organise son gala d'été annuel ce samedi, ai-je dit. Tous ses partenaires commerciaux, les politiciens locaux, le gratin du country club. C'est sa fierté et sa joie. Et il nous a invités, ai-je dit.
Enfin, il m'a invité. Avant que je parte l'autre soir, il a glissé une invitation dans ma poche. Il pense que s'il étale assez de richesse, je reviendrai en rampant. Tu n'y vas pas, a dit Sarah. C'est dangereux. J'y vais, ai-je dit, et je vais diffuser la vidéo sur grand écran. C'est spectaculaire, a dit Hélène, un petit sourire jouant sur ses lèvres. J'aime ça. Mais d'abord, ai-je dit, je dois tendre le piège. J'ai débloqué le numéro de ma mère. J'ai envoyé un texto. Nous devons parler. Je réfléchis à votre offre, le fonds pour les études. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Pouvons-nous en discuter au gala? Il a fallu 3 secondes pour une réponse. Je savais que tu ferais le bon choix pour William. À samedi. Porte un smoking. Elle l'a encore appelé William. J'ai eu la nausée, mais je l'ai refoulé. Les 2 jours suivants ont été un tourbillon de préparation. J'ai rencontré Marc. Nous avons examiné les images. C'était granuleux, mais assez clair. On pouvait voir la main. On pouvait voir la poussée et les conséquences. Greg ne mentait pas. Brenda est restée en haut des escaliers pendant 5 bonnes secondes à regarder avant de descendre en courant et en criant. Marc était pâle quand il a fini de regarder. Jésus, Robert, c'est une tentative d'homicide involontaire. Pouvons-nous l'utiliser au tribunal? Peut-être. Devant le tribunal de l'opinion publique? Absolument. Mais sois prudent. Si tu diffuses ça, il n'y a pas de retour en arrière. Tu fais sauter le pont. Je veux que le pont disparaisse, ai-je dit. Je veux que le canyon soit élargi. Samedi est arrivé. Sarah a insisté pour venir. Je ne te laisserai pas entrer seule dans la fosse au lion, a-t-elle dit. C'est trop stressant, ai-je argumenté. Je porte ton fils, a-t-elle dit en ajustant sa robe de maternité. C'était un vert émeraude profond. Superbe. Je suis plus forte que tu ne le penses. Et je veux voir l'expression sur le visage de Brenda quand elle réalisera qu'elle a perdu. Hélène nous a conduits dans la Rolls-Royce. Ma Porsche était trop reconnaissable, et nous voulions arriver avec une armure. Le gala se tenait dans la salle de bal d'un country club local, lustre en cristal, champagne hors de prix et une mer de faux sourires. Mes parents étaient dans leur élément. Mon père tenait salon près du bar. Ma mère montrait des photos sur son téléphone, probablement des photos de mon échographie. Et Brenda, elle portait une longue robe ample, presque comme une robe de maternité. Elle se tapotait le ventre en parlant à un vieil ami de la famille. « Oh mon Dieu !» a chuchoté Sarah en me serrant le bras. « Est-ce qu'elle fait semblant ?» Elle t'imite, ai-je dit, la mâchoire serrée. Elle est délirante. Nous sommes entrés. La salle s'est tue. Le fils prodigue était de retour. Ma mère s'est précipitée. « Robert, tu es venu. » Elle a regardé Sarah avec dédain, puis a affiché un faux sourire. « Et Sarah, tu as l'air grosse. »« En bonne santé, » a corrigé Sarah. « Venez, » a dit mon père en nous guidant vers la scène. « Je veux porter un toast. Je veux annoncer la bonne nouvelle. » « Quelle bonne nouvelle, ai-je demandé. « Que notre famille est de nouveau unie, » a rayonné mon père. Et le fond en fiducie. Ils nous ont conduits à la table VIP juste à côté de la scène. Un ordinateur portable y était installé, connecté au projecteur, qui faisait actuellement défiler des photos des réussites commerciales de mon père. « Je vais aux toilettes, » ai-je dit. « Reviens vite, » a dit Brenda. Elle a tendu la main et a touché le ventre de Sarah. « Salut, William. » Sarah a reculé. « Ne me touche pas », les yeux de Brenda se sont plissés. « C'est mon neveu. J'ai des droits. »« Tu n'as rien, » a dit Sarah, sa voix tremblante mais courageuse. Je me suis dirigé vers la table technique. Le technicien audiovisuel était un jeune, peut-être 20 ans. Et, ai-je dit en glissant un billet de $100 sur la table. Mon père veut que je charge une vidéo spéciale pour le toast. Une surprise pour la famille. Bien sûr, Monsieur Sterling, a dit le jeune. Branchez simplement la clé USB. Je l'ai branchée. J'ai localisé le fichier, la-poussée.mp4. Prêt quand vous le serez, ai-je dit. Je suis retourné à la table. Mon cœur battait si fort que je pensais que ma veste de smoking allait se déchirer.
Mon père a pris le microphone. Le silence s'est fait dans la salle. Bienvenue à tous, a-t-il lancé. Ce soir est une soirée spéciale, non seulement pour les affaires, mais aussi pour la famille. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma fille Brenda a eu un parcours difficile. Oh, ça y est, a chuchoté Hélène en sirotant son champagne. Mais Dieu est bon, a poursuivi mon père. Mon fils Robert et sa femme ont accepté de laisser Brenda être co-tutrice de leur fils à naître, William, pour partager la joie. La foule a applaudi poliment. Sarah m'a serré la main. Ses paumes étaient moites. C'est une nouvelle pour nous, ai-je dit à voix haute. Mon père m'a fusillé du regard. Robert, ne gâche pas le moment. Non, ai-je dit en me levant. Je pense que nous devons clarifier le moment. Je suis monté sur scène. Mon père a essayé de me bloquer, mais je l'ai contourné. J'ai pris le microphone. Mon père ment, ai-je dit. Le Larsen a sifflé. La salle a suffoqué. Robert, assieds-toi, a sifflé ma mère depuis la table. Il ment, ai-je répété. Nous n'avons pas accepté de laisser Brenda approcher notre fils. Et ce soir, je vais vous montrer à tous pourquoi. J'ai regardé le technicien audiovisuel. J'ai hoché la tête. N'ose pas, a hurlé Brenda, sentant que quelque chose n'allait pas. Elle s'est levée, renversant sa chaise. L'écran derrière moi a vacillé. Le logo de l'entreprise a disparu. Et puis les images granuleuses d'un barbecue dans un jardin sont apparues. La salle de bal était d'un silence de mort. On pouvait entendre le bourdonnement du ventilateur du projecteur. Sur l'écran, l'horodatage indiquait une date d'il y a 3 ans. C'était une terrasse ensoleillée. Une femme très enceinte. Jenny, la sœur de Greg, riait, tenant une assiette de nourriture, commençant à descendre les escaliers en bois. Puis Brenda est entrée dans le champ. Elle ne riait pas. Son visage était crispé. Elle s'est approchée derrière Jenny. Le public a regardé, confus au début. Puis ils l'ont vue. La main de Brenda s'est étendue. Ce n'était pas une tape dans le dos. C'était une poussée. Une poussée calculée et ferme, juste entre les omoplates. Jenny a basculé en avant. L'assiette a volé. Elle a attrapé la rampe, se tordant violemment, sa jambe flanchant. La vidéo avait du son. Un cri aigu et horrible a résonné dans les haut-parleurs de la salle de bal. Puis la caméra s'est concentrée sur Brenda. Elle n'a pas tendu la main pour aider. Elle est restée en haut des escaliers. Et pendant 2 secondes, 2 longues secondes en haute définition, elle a eu un sourire narquois. C'était un regard de pure méchanceté. Puis le masque est revenu en place. Oh mon Dieu, Jenny, la vidéo a montré Brenda criant en descendant les escaliers en courant. L'écran est devenu noir. Pendant un instant, personne n'a respiré. Puis la salle a éclaté. Oh mon Dieu, a chuchoté une femme au premier rang. Est-ce qu'elle vient de... J'ai regardé Brenda. Elle était figée. Son visage se vidait de sa couleur, devenant d'un gris maladif. C'est un faux, a-t-elle crié, sa voix se brisant, aiguë et désespérée. C'est de l'IA. Il a fabriqué ça avec l'IA. Mon père s'est précipité sur moi, essayant d'attraper le micro. Arrêtez ça. Coupez l'image. Je l'ai esquivé. Ce n'est pas de l'IA, ai-je dit dans le micro, ma voix résonnant au-dessus du chaos. Et j'ai le témoin pour le prouver. J'ai pointé l'arrière de la salle. Les doubles portes se sont ouvertes. Greg est entré. Il avait meilleure mine qu'au dîner. Il portait un costume, mal ajusté mais propre. Il a descendu l'allée centrale, fixant Brenda droit dans les yeux. Greg, a murmuré Brenda. Qu'est-ce que tu fais ici? Je dis la vérité, Bren, a dit Greg assez fort pour que la salle entende. Enfin. Il a signé un accord de non-divulgation, a crié mon père aux gardes de sécurité. Sortez-le. Il viole un contrat. Les contrats ne couvrent pas la tentative de meurtre, papa, ai-je crié en retour. J'ai regardé la foule. C'étaient les pères de mes parents, leurs juges. Ma sœur, ai-je dit en montrant Brenda, a poussé une femme enceinte dans les escaliers parce qu'elle était jalouse. Elle voulait que ce bébé meure. Et maintenant, je me suis tourné vers mes parents, maintenant mes parents veulent lui donner mon fils. Ils ont construit une chambre d'enfant dans leur maison.
Ils l'appellent par un autre nom. Ils veulent l'acheter pour $1 million. J'ai regardé directement ma mère. Elle tremblait, serrant ses perles. Tu savais, ai-je dit. Tu as payé Greg pour qu'il se taise. Tu as couvert un crime. Tu as lâché un monstre dans le monde. Et maintenant, tu veux lui donner mon fils en pâture. Nous protégions la famille, a gémi ma mère. Elle ne le pensait pas. Elle était malade. Elle est malade, ai-je dit. Et elle ne s'approchera jamais, jamais de ma famille. Brenda a craqué. C'est arrivé au ralenti. La prise de conscience que son image, son statut de victime, son statut d'enfant prodige était brisé. Elle a poussé un cri guttural. Pas un appel à l'aide, un cri de rage. Elle s'est jetée. Pas sur moi. Sur Sarah. Sarah était assise à la table à seulement 1,5 mètre de distance. Brenda a attrapé un couteau à steak sur la table. Il est à moi, a hurlé Brenda. Tu ne le mérites pas. Tu as volé ma vie. J'ai lâché le micro. J'ai sauté de la scène, mais je n'étais pas assez rapide. Hélène l'était. Ma belle-mère. La mondaine de 60 ans a bougé comme un linebacker. Elle s'est levée et a balancé son lourd sac à main Chanel de toutes ses forces. Le sac, rempli de je ne sais quoi, a heurté le visage de Brenda en plein fouet. Crac. Brenda est tombée comme une masse. Le couteau a cliqueté sur le sol. Pandémonium. Les invités hurlaient. Mon père se tenait la poitrine. Ma mère était à genoux, rampant vers Brenda. La sécurité est enfin arrivée, se précipitant vers nous. Ne la touchez pas, ai-je crié en protégeant Sarah. Elle a une arme. Sarah tremblait, tenant son ventre. Ça va, a-t-elle haleté. Ça va. J'ai baissé les yeux vers Brenda. Elle gémissait, du sang coulant de son nez. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux flous. William, a-t-elle murmuré. Je voulais juste William. Son nom est Léo, ai-je dit en me tenant au-dessus d'elle. Et tu ne le verras jamais. Les sirènes ont commencé à hurler au loin. Quelqu'un avait appelé le 911. J'ai regardé mon père. Il était assis sur une chaise, pâle, défaisant sa cravate. Il m'a regardé, suppliant, Robert, nous pouvons arranger ça. Le scandale, pense aux affaires. Les affaires? J'ai ri. C'était un son froid et vide. Papa, regarde autour de toi. Tu n'as plus d'affaires. Tu es fini. J'ai mis mon bras autour de Sarah. Allons-y. Nous sommes sortis de la salle de bal, passant devant les invités stupéfaits, devant les serveurs qui filmaient avec leur téléphone. Greg attendait près de la porte. Il m'a fait un signe de tête. Merci, ai-je dit. Surveille tes arrières, a dit Greg. Il n'abandonne pas facilement. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit. La Rolls-Royce attendait. Le trajet de retour a été silencieux. Pas le silence inconfortable du passé, mais le silence lourd de l'adrénaline qui retombe. Sarah était appuyée contre moi, ses mains toujours sur son ventre. Hélène conduisait, ses jointures serrées sur le volant de la Rolls-Royce. Beaucoup, ai-je dit doucement, brisant la tension. Hélène a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. J'ai joué au hockey sur gazon à l'université. La mémoire musculaire. Nous avons ri. C'était un rire faible, tremblant, mais il a rompu la digue. Sarah s'est mise à pleurer, libérant la terreur de la dernière heure. Je l'ai tenue, lui caressant les cheveux. C'est fini. Je te le promets. Ils ne peuvent plus nous toucher maintenant. Mais la nuit n'était pas terminée. Quand nous sommes rentrés chez nous, la police était déjà là. Pas pour nous. Ils avaient besoin de déposition. L'officier Miller, une femme sévère avec un calepin, nous a fait asseoir dans notre salon. Mademoiselle Sterling est en garde à vue, a-t-elle dit. Elle est transférée à l'unité psychiatrique de Saint-Jude pour une observation de 72 heures, mais étant donné la preuve vidéo et l'agression au couteau, elle risque de lourdes charges. Agression avec une arme mortelle, tentative de blessure sur une personne enceinte. Et mes parents, ai-je demandé. Ils ont couvert la première agression. Nous enquêtons sur ce point, a dit Miller. M. Greg Miller nous a fourni l'accord de non-divulgation et la preuve de paiement. C'est de l'obstruction à la justice.
Ce sera une enquête compliquée. Bien, ai-je dit. Brûlez tout ça. Le lendemain matin, les retombées ont commencé pour de bon. La vidéo n'était pas restée dans la salle de bal. Quelqu'un, probablement l'un des serveurs, l'avait mise en ligne sur TikTok. Elle avait 2 millions de vues au petit déjeuner. Le hashtag Sœur Diabolique était en tendance. Mon téléphone a explosé. Pas de menaces cette fois, mais des excuses. Tante Linda, qui m'avait traité de fils terrible, a envoyé un texto. Je n'avais aucune idée. Je suis tellement désolé. Est-ce que Sarah va bien? Je n'ai pas répondu. Il n'était désolé que parce que la vérité était sortie. Puis est venu l'appel de Marc, mon avocat. Robert, a-t-il dit, d'un air enjoué, tu ne vas pas le croire. Et c'est moi. Les investisseurs de ton père se retirent. La vidéo est devenue virale dans le monde des affaires. Personne ne veut être associé à une famille qui couvre une tentative d'infanticide. Ses actions s'effondrent. Karma, ai-je dit. Et il y a plus. Tes parents essaient frénétiquement de liquider leurs actifs pour payer un avocat pénaliste pour Brenda. Mais à cause de l'enquête sur la dissimulation, leurs comptes ont été gelés en attendant un audit. Alors, ils sont fauchés. À court de liquidités et avec des avoirs gelés, a dit Marc. Ils ne peuvent plus te nuire financièrement. J'ai raccroché et je suis sorti sur la terrasse. Sarah buvait du thé, regardant le jardin. La peur avait disparu de ses yeux, remplacée par un calme féroce. Comment vas-tu, ai-je demandé. Je suis prête, a-t-elle dit. Prête à être une mère sans eux. Je me suis assis à côté d'elle. Je les ai tous bloqués. Chaque numéro, chaque email, même les cousins. Bien. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas un texto, une lettre physique. Elle venait de la prison du comté. Brenda. Sarah faisait la sieste, alors je l'ai ouverte. L'écriture était saccadée, frénétique. Robert, ils m'ont mis ici avec des gens horribles. La nourriture est terrible. Maman dit que tu as gelé leur compte. Comment as-tu pu? Je suis ta sœur. Je voulais juste aider. Je voulais juste être une maman. Tu as volé mon bébé. Tu as volé William. Quand je sortirai, je viendrai le chercher. Dieu m'a dit qu'il est à moi. Je n'ai pas ressenti de peur en la lisant. Je n'ai rien ressenti. Je suis allé dans la cuisine, j'ai allumé une allumette et j'ai brûlé la lettre dans l'évier. J'ai regardé les cendres partir dans le siphon. Marc, ai-je dit au téléphone une minute plus tard. Brenda a envoyé une lettre violant l'ordonnance de restriction. Envoie-moi une photo, a dit Marc. C'est 5 ans de plus sur sa peine. Fait. Cet après-midi-là, je suis allé chez le concessionnaire. J'ai vendu la Porsche. C'était une super voiture. Elle symbolisait ma réussite, mais elle symbolisait aussi mon besoin de leur prouver quelque chose, de leur montrer que j'étais à la hauteur. Je l'ai échangée contre un SUV Volvo, la voiture la plus sûre du marché. Quand je l'ai ramenée à la maison, Sarah a ri. Une Volvo? Vraiment? Tu es officiellement un papa de banlieue. Je le suis, ai-je dit en lui embrassant le front. Et j'adore ça. Les suites n'ont pas seulement été des batailles juridiques ou la ruine financière de mes parents. C'était le silence. Le beau et paisible silence d'un téléphone qui ne sonnait pas avec des exigences. La sécurité d'une maison qui était vraiment la nôtre. Mes parents étaient isolés. Leurs amis les ont abandonnés. Ils ont été laissés seuls dans ce grand manoir vide avec la chambre d'enfant qui ne serait jamais utilisée. Noyés dans les frais de justice et leur propre amertume. Et nous? Nous ne faisions que commencer. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip rythmé du moniteur et du doux bourdonnement de la climatisation. Il était 3 heures du matin un mardi de novembre. Dehors, le monde dormait. À l'intérieur, mon univers entier venait de basculer sur son axe. Je le tenais dans mes bras. Léo. Pas William, pas un héritier, pas un pion dans un jeu tordu d'échecs émotionnels. Juste Léo. 3,3 kilos d'innocence pure et sans faille. Il avait le menton de Sarah et mes yeux, mais surtout, il se ressemblait à lui-même. Je me souviens avoir regardé la porte de la chambre d'hôpital. Dans une vie normale, cette porte aurait été un va-et-vient de grands-parents excités, de fleurs et de ballons.
Mais j'avais engagé une sécurité privée pour surveiller le service de maternité. Je nous avais enregistrés sous les noms de Jane et John Doe dans le registre de l'hôpital. Pendant une brève seconde, une pointe de tristesse fantôme m'a frappé. J'ai pleuré les grands-parents que mon fils n'aurait jamais. J'ai pleuré l'idée de la famille que j'étais censé avoir. Mais ensuite, j'ai baissé les yeux sur le visage endormi de Léo, et le chagrin s'est évaporé, remplacé par une clarté féroce et terrifiante. Mon travail n'était pas de lui donner une famille. Mon travail était de le protéger de la mauvaise famille. Les premières semaines à la maison ont été un tourbillon de nuits blanches, de couches sales et d'un niveau d'épuisement qui ressemblait à une hallucination. Mais c'était un épuisement heureux. Il n'y avait pas de visite surprise, pas de texto passif-agressif sur la façon dont nous tenions mal le bébé. Pas d'exigence pour qu'on le leur donne. Ma belle-mère, Hélène, est restée avec nous les 2 premières semaines. Et laissez-moi vous dire, la différence était le jour et la nuit. Hélène n'a pas exigé de tenir le bébé. Elle a fait la lessive. Elle n'a pas critiqué l'allaitement de Sarah. Elle lui a apporté de l'eau et des collations. Elle était une forteresse de soutien. Un après-midi, alors que Sarah faisait la sieste et que je berçais Léo dans le salon, Hélène s'est assise en face de moi avec son iPad. « Robert », a-t-elle dit à voix basse. « Tu dois voir ça. » Je me suis préparé. « C'est Brenda ? Elle s'est échappée ? » « Non », a dit Hélène, « Brenda est actuellement sous forte médication dans un établissement d'État. Son procès a été reporté indéfiniment en attendant les audiences sur sa compétence mentale. Elle ne va nulle part. Il s'agit de tes parents. » Elle a tourné l'iPad vers moi. C'était une annonce immobilière. Zillow. La photo était sans équivoque. La vaste demeure coloniale. Les pelouses manucurées. Les grilles en fer forgé que j'avais franchies il y a quelques mois pour entendre leurs propositions insensées. Ils vendent la maison, ai-je demandé, ressentant un étrange mélange de choc et de validation. Pas seulement vendre, a dit Hélène en faisant défiler l'écran, regarde la description, vendu en l'état, offre en espèces préférée pour une clôture rapide. Et regarde les archives publiques. Elle a tapé plusieurs fois. Procédure de saisie immobilière initiée par la banque. J'ai fixé l'écran. Mon père, l'homme qui prêchait sur l'héritage et la domination financière, était en train de perdre son royaume. Comment, ai-je murmuré. Je savais qu'il liquidait des actifs pour les frais de justice de Brenda, mais la maison. Ils y vivaient depuis 30 ans. Ça s'améliore, a dit Hélène, bien que son ton soit sombre. Ou ça s'aggrave, selon la façon dont on voit les choses. Mes contacts en ville m'ont dit quelque chose d'intéressant. Apparemment, tes parents ont pris une 2e et une 3e hypothèque sur la maison au cours des 5 dernières années. Pourquoi ? Pour payer pour Brenda, a dit Hélène. Les traitements de FIV, les guérisseurs charlatans, le maintien de son style de vie après son divorce, et les pots de vin. Des pots de vin. Greg n'était pas le seul qu'ils ont payé. Robert. Il y a eu d'autres incidents, mineurs par rapport aux escaliers, mais des accrochages coûteux que Brenda a causés en état d'ébriété, du personnel qu'elle a maltraité dans les country clubs. Ton père a saigné de l'argent pendant une décennie pour garder la réputation de l'enfant prodige intacte. Je me suis adossé, serrant Léo un peu plus fort. Toutes ces années où ils ont agi comme si j'étais l'égoïste pour ne pas contribuer. Toutes ces années où ils m'ont méprisé pour avoir créé ma propre entreprise au lieu de rejoindre celle de mon père. Mais la vérité, c'est qu'ils se noyaient. Ils étaient fauchés. Et ce fonds en fiducie d'1 million de dollars qu'ils avaient promis pour William, il n'a jamais existé. C'était un mensonge. Un appât pour me faire signer la garde afin qu'ils puissent peut-être utiliser le bébé pour obtenir un prêt ou restaurer leur image. Ils voulaient utiliser mon fils comme un accessoire pour sauver leur statut social, ai-je réalisé à voix haute. Exactement, a dit Hélène. Et maintenant, la facture est arrivée. 2 jours plus tard, Marc m'a appelé. Robert, tu vas vouloir t'asseoir. Je donne le biberon à Léo. Vas-y, ton père a déposé le bilan ce matin, chapitre 11. L'entreprise est en cours de dissolution. La maison va être vendue aux enchères s'ils ne la vendent pas dans 30 jours. Waouh. Et, Marc a hésité, il a essayé de me joindre. Il voulait que je te transmette un message. Laisse-moi deviner. Il veut de l'argent. Il veut une réunion, a dit Marc. Il a dit, et je cite, dites à Robert qu'il a gagné.
Nous sommes démunis. S'il a la moindre décence, il aidera ses parents vieillissants à ne pas finir à la rue. J'ai regardé autour de mon salon, mon modeste, sûr et chaleureux salon. J'ai regardé la Volvo dans l'allée. Dis-lui, ai-je dit, ma voix stable, que je suis occupé à élever mon fils. Dis-lui que s'il a besoin d'argent, il peut demander à Brenda. Après tout, c'est en elle qu'il a tout investi. Impitoyable, a dit Marc. J'adore. Je transmettrai le message. Un mois plus tard, un samedi, j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû. J'ai mis Léo dans son siège auto, l'ai attaché dans la Volvo et j'ai conduit. Je ne suis pas allé les voir. J'ai juste longé le vieux quartier. Il y avait des camions de déménagement dans l'allée du domaine. Pas des déménageurs professionnels, juste quelques U-Haul déglingués. J'ai ralenti. J'ai vu mon père porter une boîte. Il avait l'air petit, défait. Il portait un jean. Je ne l'avais jamais vu en jean de ma vie. Il ressemblait à un vieil homme qui avait perdu son chemin. Ma mère se tenait près du porche, criant sur l'un des déménageurs. Elle serrait un vase. Même dans la ruine, elle essayait de contrôler l'incontrôlable. Je les ai observés un moment. J'ai attendu que la colère monte. J'ai attendu la satisfaction. Mais il n'y avait rien. Pas de colère, pas de joie, juste un profond sentiment d'indifférence. C'étaient des étrangers, juste deux personnes qui déménageaient d'une maison qu'ils ne pouvaient plus se permettre. J'ai regardé dans le rétroviseur. Léo dormait, un petit filet de bave sur son menton. On est bien, mon pote, lui ai-je murmuré. J'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Le coup de grâce, ou plutôt la confirmation finale, est arrivé quelques semaines plus tard. Nous avons reçu une notification de l'avocat des victimes assigné au cas de Brenda. Brenda avait été déclarée mentalement inapte à subir son procès dans un avenir prévisible. Elle était internée de façon permanente dans un établissement psychiatrique de haute sécurité à 2 États de là. L'avocat a joint un résumé de ses séances de thérapie, comme l'autorisait le tribunal puisque nous étions les victimes. Une ligne ressortait. La patiente continue d'insister sur le fait que son fils William est retenu captif par son frère. Elle passe ses journées à tricoter des chaussons bleus et à parler à une chaise vide qu'elle appelle père. Elle était partie. La sœur avec qui j'ai grandi, si elle a vraiment existé, était partie. Elle était piégée dans une prison de sa propre illusion. Une illusion que mes parents avaient nourrie et arrosée pendant 30 ans jusqu'à ce qu'elle devienne un monstre qui les a tous dévorés. J'ai fermé l'email. Sarah est entrée, tenant 2 tasses de café. Elle a regardé par-dessus mon épaule. « C'est fini ?» a-t-elle demandé. « Ouais », ai-je dit en supprimant l'email. « C'est fini. » Nous sommes sortis dans le jardin. Je l'avais réaménagé moi-même au cours des derniers mois. J'avais construit une petite aire de jeu dans le coin, une balançoire, un bac à sable. C'était humble comparé au domaine où j'ai grandi, mais c'était construit sur un terrain solide. Ce n'était pas financé par l'emprunt. Ce n'était pas faux. Tu sais, a dit Sarah en posant sa tête sur mon épaule, Léo va poser des questions sur eux un jour, sur ses grands-parents, sa tante. Je sais, ai-je dit. Et je lui dirai la vérité. Qui et qu'ils étaient malades, ai-je dit, et que nous l'aimions trop pour les laisser le rendre malade aussi. Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée sur le jardin. C'était le même soleil qui se couchait sur le manoir saisi de mes parents et sur les fenêtres à barreaux de l'établissement de Brenda. Mais ici, il semblait plus chaud. J'avais perdu mes parents. J'avais perdu ma sœur. J'avais perdu mon héritage. Mais en regardant ma femme et le babyphone sur la table, j'ai réalisé que j'étais l'homme le plus riche du monde. 3 ans plus tard, je suis sur la terrasse de notre maison, à regarder Léo. Il a 3 ans maintenant. Une boule d'énergie avec des cheveux bruns en désordre et un rire qui sonne comme de la pure malice. Il pousse un camion jouet dans la terre, narrant un projet de construction complexe que lui seul comprend. À côté de lui se trouve sa petite sœur, Maya. Elle n'a que 6 mois. Oui, nous en avons eu un autre. Et non, mes parents ne savent pas qu'elle existe. Cela fait 3 ans de silence absolu. Aucun contact. Les gens me demandent souvent, généralement tard le soir après quelques verres, quand les filtres de politesse tombent, si je le regrette. Ils demandent, mais ce sont tes parents, Robert. Ils ne te manquent pas? Tu ne t'inquiètes pas pour eux.
Et je les regarde dans les yeux et je dis, non. Parce que voici la vérité que personne ne vous dit dans les cartes de vœux ou les films de Noël. La famille est un acte de service, pas seulement un acte de biologie. Nous avons appris par la bande tante Linda qui a fini par revenir à de meilleurs sentiments et fait maintenant partie de notre vie où mes parents ont atterri. Ils vivent dans un appartement de 2 chambres en location dans une communauté de retraités à environ 1 heure de route. Mon père travaille à temps partiel comme consultant, essayant de joindre les 2 bouts. Ma mère est apparemment une recluse, honteuse d'être vue par son ancien cercle social. Ils ont envoyé une carte pour le premier anniversaire de Léo, une seule. Elle est arrivée par la poste sans adresse de retour. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, pas d'excuses, juste une photo de mon père me tenant quand j'étais bébé. Au dos, il était écrit « On n'a qu'un seul père ». Ne le jette pas, c'était une dernière tentative de manipulation. Un voyage de culpabilité envoyé par timbre-poste. Je n'ai pas brûlé celle-là. Je l'ai gardée. Je l'ai mise dans une boîte au grenier. Non pas parce que je voulais me souvenir de lui, mais parce que je voulais me souvenir de la leçon. La leçon est que, le sang est plus épais que l'eau, est un mensonge. La citation complète, historiquement, est, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice. Les liens que vous choisissez, les soldats avec qui vous combattez, l'épouse que vous mariez, les amis qui vous soutiennent sont plus forts que les liens dans lesquels vous êtes nés. Je suis descendu dans le jardin. Léo a levé les yeux. Papa, aide à creuser. J'arrive, mon pote, ai-je dit. Je me suis agenouillé dans la terre. Je portais un beau pantalon chino, et je savais que Sarah lèverait les yeux au ciel en voyant les taches d'herbe, mais je m'en fichais. J'ai creusé dans la terre. J'ai pensé à Brenda. Elle est toujours dans l'établissement. D'après ce que j'entends, son état s'est détérioré. Elle ne reconnaît plus les gens. La tragédie de sa vie est qu'on ne lui a jamais donné la chance d'être une personne. Elle n'a jamais été qu'une projection de l'ego de mes parents. Ils l'ont détruite en ne lui disant jamais non. J'ai regardé Léo. Il voulait l'appel que je tenais. Il l'a attrapé en criant « à moi ». C'était le moment. Le petit moment quotidien où l'éducation se joue réellement. J'aurais pu la lui donner pour qu'il se taise. J'aurais pu le distraire. Au lieu de cela, j'ai tenu l'appel fermement. Non, Léo, ai-je dit doucement mais fermement. Papa l'utilise. Tu dois attendre ton tour. On partage. Le visage de Léo s'est crispé. Il s'est préparé à une crise de colère. Il a crié. Il a jeté son camion. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas essayé de le soudoyer avec un biscuit. Je suis juste resté assis, calme et présent. Je sais que tu es en colère, ai-je dit. C'est normal d'être en colère, mais tu dois quand même attendre. Après 1 minute, la tempête est passée. Léo a reniflé, s'est essuyé le nez et a ramassé son camion. D'accord, papa. J'ai souri. Bon garçon. C'était une petite victoire, mais c'était l'antidote. C'était le remède à la maladie qui avait tourmenté la lignée des Sterling pendant des générations. Je lui apprenais les limites. Je lui apprenais qu'il n'était pas le centre de l'univers, et que c'était très bien comme ça. Je me suis levé et j'ai épousseté la terre de mes genoux. Sarah est sortie sur la terrasse, tenant Maya. Elle a fait un signe de la main. J'ai répondu. J'ai alors réalisé que l'héritage pour lequel je me suis battu n'était pas l'argent. Ce n'était pas le domaine. Ce n'était pas le statut. L'héritage, c'était ça. La liberté d'élever mes enfants dans une maison où l'amour n'est pas transactionnel. Où les erreurs sont pardonnées, pas exploitées. Où « non » est une phrase complète. Mon beau-frère Greg est venu pour un barbecue la semaine dernière. Il s'est remarié avec une femme merveilleuse. Ils ont un chien. Il a l'air 10 ans plus jeune. Nous étions près du barbecue, buvant des bières. Tu penses parfois à la chronologie alternative, m'a demandé Greg. Celle où tu as cédé, où Brenda est coparente de Léo? J'ai frissonné. Tous les jours. On a survécu, mec, a dit Greg en trinquant avec sa bouteille contre la mienne. On a vraiment survécu. On n'a pas seulement survécu, ai-je dit en regardant nos femmes rire sur la terrasse. On s'est amélioré. Alors que le soleil plongeait derrière la clôture, j'ai pris Léo et je l'ai fait tourner jusqu'à ce qu'il crie de joie. Encore. Encore, a-t-il crié.
Encore, ai-je promis.